Alors, bonjour. Je viens vous parler du design de l'erreur. Alors, c'est un talk que je faisais il y a longtemps. Alors, attends, là, c'est mieux. Là, parce que là, c'est mieux. Voilà. Là. What? OK. Donc, c'est un talk que je faisais il y a longtemps. On m'a prévenu jeudi soir, du coup, de est-ce que tu veux le faire? J'ai dit oui. Du coup, je me suis rappelé qu'il fallait que je reprenne mon talk. Donc, j'ai 140 slides à réapprendre. Voilà, m'en voulez pas si à un moment donné, je cherche. Bref. Donc c'est une revival édition Polyglot 2025 et on va parler d'erreurs. Alors c'est bien parce que en ce moment j'ai eu un petit problème qui m'a rappelé ce talk, un petit problème sur un développement, quelque chose d'assez bizarre. On fait une intégration entre deux systèmes, on code sur un système, on doit appeler quelqu'un d'autre, voilà. Et il s'est passé un truc un peu étonnant, c'est-à-dire qu'en fait je fais un call sur une API et il se trouve que selon le jour, selon la pluie, selon la température d'humidité, ou alors si j'ai pris un bon café le matin ou non, le payload d'erreur n'est pas le même. C'est-à-dire que des fois, c'est un array avec des erreurs, et des fois, c'est une erreur. Mais je ne sais absolument pas pourquoi. Il y a sûrement quelque chose de quantique au milieu. D'ailleurs, j'ai même mis un truc qui permet de parser les deux en mettant c'est une fonction quantique error response. Voilà. En disant, bah, des fois c'est un tableau, des fois c'est pas un tableau, je ne sais pas, j'ai posé la question et les mecs en face, voilà, c'est globalement si Dieu le veut. Voilà. Bon alors, bien évidemment, quand on a ça, bon bah nous on est un peu comme ça, on se demande pourquoi, grand pourquoi il y a ce bordel. Mais ça m'a refait penser à ce talk qui venait effectivement d'autres expériences que j'ai pu avoir et que vous avez sûrement aussi déjà vécues, qui est, ok, comment ça se fait qu'on se retrouve face à des fois des erreurs comme ça, on fait des appels, on a une erreur, mais en fait, on sait absolument pas ce qui s'est passé. Genre, il y a une erreur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une erreur. Waouh, super. Bah, ça m'avance vachement déjà pour corriger l'erreur, pour savoir ce que j'ai fait de mal, etc. Et à partir de ça, ça amène une autre réflexion. C'est quoi une erreur? En fait, qu'est-ce qu'on peut catégoriser? Qu'est-ce que c'est une erreur? Bon, c'est facile, normalement. Tout le monde sait ce que c'est une erreur. Tout le monde a fait des erreurs ici. Voilà, dans votre code, tout le monde a fait des bugs, etc. Mais fondamentalement, c'est quoi une erreur? Est-ce que quelqu'un a une définition? Une feature surprenante, ça va. Alors, il y a une chose qui est très bien, c'est que je sais que vous avez tous une définition de l'erreur. C'est sûr et certain. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que si jamais vous parlez avec votre voisin à côté, votre définition, c'est souvent pas la même. Il y a quelque chose qui change, il y a des choses qui varient. Et si vous allez voir la source de toute vérité sur Internet, à savoir Wikipédia, globalement, une erreur en informatique, ça n'existe pas. La seule chose qu'on a catégorisée, c'est les bugs informatiques. Voilà. Donc on peut traduire comme ça, c'est un bug logiciel, c'est une erreur, un défaut, une défaillance dans un programme ou un système informatique qui l'amène à produire un résultat incorrect ou inattendu, ou à se comporter de manière inattendue. Bon, oui, mais ok, tout le monde est d'accord avec ça, mais en vrai, est-ce que ça nous aide? Parce que voilà. Ouais, donc en gros, c'est quand il se passe quelque chose et qu'on s'y attendait pas. Voilà. Super. Ça nous aide vachement à améliorer nos programmes. Ça nous aide vachement à avoir des systèmes plus stables, n'est-ce pas? Bon, bah du coup, Wikipédia n'a pas la réponse. Cherchons donc sur Google. Et alors là, il y a quelque chose d'extrêmement incroyable, sachez-le. Je suis allé jusqu'à la page 15 de Google pour rien trouver globalement sur une définition formelle ou quelque chose qui explique globalement dans le cadre d'un projet informatique ce que c'est une erreur. Dans le cadre d'un SI, qu'est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur? Comment on peut les catégoriser? Comment on peut faire quelque chose avec? Comment on peut essayer de les traiter? Globalement, c'est un truc qui n'existe pas. On sait tous que ça existe, mais on s'en fout. C'est des trucs à la marge. Bon, après, ça pose des petits problèmes parce que ça, c'est une erreur. Hein, ça, tout le monde le voit, c'est une erreur. Ceux qui ont fait un peu de Java, vous savez que c'est une erreur dans un contrôleur. Voilà. Mais ça, c'est l'équivalent de ça aussi. Hein. Alors, ça. Pardon. Donc il y a un nul pointeur, voilà, c'est super, hein, vous avez ça. Donc on sait qu'apparemment, on essaie de faire un truc avec un fichier. Voilà. Ah, ça aussi, c'est une erreur. Alors, vous l'avez déjà eu, ça c'est quand vous appelez une API, généralement, c'est une erreur. Voilà. Alors ça aussi, c'est une erreur. Vous allez sur une page, vous faites une 404, vous avez un petit truc. Alors là, bon, j'ai pris un vieux site, mais c'est une erreur, quoi. Et alors, si vous allez sur des sites de e-commerce génériques, vous pouvez avoir ça, par exemple. Voilà. Ça aussi, c'est une erreur.
Sauf qu'on est d'accord que tous les trucs que je viens de vous montrer, c'est pas du tout les mêmes erreurs. C'est pas du tout la même chose qu'on cherche à gérer, c'est pas la même chose pour l'améliorer, pour rendre l'expérience utile et pour pouvoir mieux la gérer en tant que développeur. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, tout ça, c'est le même panier. Bon alors du coup, qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Bah déjà, moi j'ai pas trouvé de solution à ce problème, donc c'est un peu ennuyeux. Et comme ça me rend très triste, comme ces petits neuneux, nous allons essayer de démêler ce problème. Alors, moi je me présente, je m'appelle François Technet, je suis freelance maintenant dans la société que j'ai créée qui s'appelle Nul Pointeur, voici mon logo. Vous pouvez faire à moi pour à peu près tout et n'importe quoi, mais globalement, mes spécialités, c'est de faire du Kubernetes, du Rust, du Kotlin et du Kafka. Et le manteau, c'est je fais des trucs robustes et performants pour vous. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on parle d'erreurs, parce que des trucs robustes, c'était l'autopromo super. Je fais aussi plein de trucs communautaires, des fois avec le Scooby Gang, Gare Jaune. Des fois, je me faisais des trucs sur Twitch. Enfin, voilà, bref, voilà. Vous pouvez me retrouver à certains endroits. Bon alors, du coup, je tiens à vous prévenir, ceci n'est pas un talk pour vous expliquer comment on gère les erreurs dans votre problème. C'est juste pour qu'on se pose la question des erreurs. C'est plus la question de prendre conscience de cette espèce de faille gigantesque qu'il y a dans la conception de nos systèmes, dans la conception de nos outils, qui est les erreurs, ça n'existe pas. On pense toujours cas nominal, le cas nominal, et après les erreurs, c'est à la marche et des trucs quand on développe, quand on a des problèmes d'intégration, mais ce n'est jamais réfléchi. Donc on est là pour juste se poser des questions par rapport à ça. Et après, vous vous ferez votre propre opinion, vous trouverez des solutions à vous. Bref, après, éclatez-vous et surtout, ne me citez pas. Donc, replongeons dans notre histoire. Nous avons donc tous ces trucs d'erreur. On va essayer de trouver des liens communs par rapport à ça. Bon, alors les erreurs à la base, c'est quoi? Si on fait un truc un peu instinctif. Donc, comme on a vu, c'est quand quelque chose se passe mal. Alors mal, bien évidemment, avec des guillemets. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la plupart du temps dans nos applications pour éviter ce genre de problème? On fait des codes qui soit on cherche à esquiver toutes les erreurs, aucun problème. Voilà. Si on ne voit pas l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Soit on nous dit, écoute mec, nous on veut un système, il faut que ce soit robuste et performant. Vous savez, comme dans l'industrie, comme dans l'aéronautique, dans ces endroits, vous savez, où on est sûr de ce qu'on fait, quoi. On va plutôt dire comme à la NASA. Bon, après, il est vrai que même quand on dit ça, on est plutôt d'accord que voilà, on va tous être en mode ouais. Top. Et c'est globalement ce qu'on va faire. Ce qui fait que notre métier, en tant que développeur, la plupart du temps, ça consiste à faire, on fait le cas nominal et après, on joue au démineur. On fait varier des trucs en disant ouais, peut-être. Oh, si jamais je suis vraiment hype, je vais faire du property-based testing pour essayer de voir ouais, si on fait varier des choses, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça marche bien dans des cas de fonctions isolées avec des choses un peu unitaires, mais quand on fait de l'intégration entre systèmes, bon, on a tous fait ça, on doit appeler un système, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce champ? Ah, ça marche pas. Bon, on va bien faire attention, on va bien dire qu'il faut toujours que le champ il soit là, hein. Sinon, on ne sait pas. Bon, ça c'est ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'il existe un moyen d'essayer d'avoir une meilleure gestion et de se prémunir de ces erreurs, notamment toutes ces erreurs de comportement qui pourraient arriver, non pas parce que nous avons fait des variations et qu'on a eu le bol de tomber dessus, mais pour éviter que nos utilisateurs tombent dessus, parce qu'on est d'accord que le plus grave, c'est quand nos utilisateurs tombent dessus, et que c'est eux qui nous remontent un problème et qu'on ne le savait pas. Donc on va essayer de creuser ça, et on va partir sur un petit voyage, où on va partir du code, et on va aller jusqu'à l'utilisateur. Donc la première vérification qu'on va essayer, je l'ai trouvée dans un vieux site. Mais vous savez, ces vieux sites de chercheurs de la fac qui ont une gueule de site des années 90. Vous savez, vous avez un background image repeat, avec un truc qui est pas en gradient, enfin un truc moche. C'est un des rares trucs que je trouvais où il y a quelqu'un qui essaie de catégoriser. Et pour lui, il disait, il existe 3 types d'erreurs. Il y a les erreurs de sémantique, les erreurs de runtime et les erreurs de logique. Donc les erreurs de sémantique, ça c'est le truc le plus simple. C'est celle qu'on a l'habitude. C'est tout ce qui est grammaire, langage grammaire, donc tout ce qui est contrainte de langage, le typage, etc. Bref, en gros, tout ce qui fait que votre code peut s'exécuter ou ne pas s'exécuter. C'est déjà une force de vérification pour éviter les conneries. Typiquement, si vous faites du langage interprété, JavaScript, Python, ce genre de choses, effectivement, il n'y a rien qui vous empêche de lancer le programme et de voir que ça plante. Typiquement, il n'y a pas beaucoup d'analyse de grammaire. C'est juste au moment du runtime que vous allez le faire. C'est juste une question de où est-ce que vous allez mettre le système. Mais tout ça, c'est des erreurs sémantiques. Donc ça, ok, on est tous d'accord, on voit à peu près comment faire, on a tous des IDE, on a tous maintenant, on fait du vibe coding.
On est là en train de vibrer et on laisse le truc valider pour nous. Après, on a les erreurs de logique. Donc ça, c'est les erreurs que vous avez l'habitude de voir. C'est celles où on vous dit il faudrait que vous testiez. Donc c'est le moment où on vous dit bon bah voilà, vous devez faire ça, voici le chemin critique, et là vous prenez le bout de code et vous le testez pour dire est-ce que je valide bien la business logique qu'il y a derrière, tout ça. Bon, tout le monde est bon, test unitaire, test d'intégration, voilà, tout le monde voit, pas de souci. Et après, il y a les classiques qu'on a, les runtime errors, donc qui sont tout ce qui est quand ça plante et qu'on va essayer de gérer ça au moment du runtime. Donc qu'est-ce que notre langage nous permet de faire pour gérer des erreurs, des choses inattendues. Donc les exceptions en font partie. Dans d'autres langages, il y a d'autres manières de faire, mais globalement, c'est tout ce qu'on va faire pour gérer tous ces cas inattendus au moment du runtime. C'est une première base. On est tous d'accord que ça aide pas vraiment à faire des programmes mieux. Hein. Là, pour le moment, on s'est juste mis d'accord de qu'est-ce que c'est l'un ou l'autre. C'est encore un peu flou. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir de ce pattern-là, parce que ce truc-là, en gros, là, je vous ai fait un truc qui était très technique, en fait, au final. C'est une concentration de c'est quoi une erreur, techniquement parlant, comment on peut le résoudre de manière technique. Et ça ne nous a pas aidé à faire des meilleurs softwares. Ça nous a juste dit, en gros, compiler, c'est bien, tester, c'est bien, et avoir des trucs pour pouvoir catcher des exceptions et pour pouvoir les afficher, c'est bien. Voilà. Bon, on n'est pas très avancé pour le moment. Donc, essayons de partir, d'analyser ça un peu plus loin. Et faisons un zoom inverse en partant du code. Donc si on part du code jusqu'à utilisateur, donc 50 nuances d'enfer. Les erreurs dans le code. Bon, comment on gère les erreurs dans le code? Il y a 3 grandes manières de faire selon le langage dans lequel vous êtes. Il y a le cas à l'ancienne, qui vient du C ou que vous avez aussi en Go, hein, le fameux truc de vous faites une fonction, vous renvoyez des flags. Donc là, typiquement en Go, un flag d'erreur. Si l'erreur n'est pas nulle, donc s'il y a une erreur, à ce moment-là, je fais propager une erreur au fur et à mesure. Et comme ça, on a géré une erreur. OK? C'est assez simple, tout le monde l'a. Donc ça, c'est le but, globalement. On fait apparaître dans notre code le fait qu'il y a des cas potentiels d'erreur et que donc ces trucs-là, on peut en faire quelque chose. Les exceptions. Java, d'autres langages, notamment tout ce qui est langage de JVM. Vous l'avez aussi en C#, etc. C'est facile, hein, globalement. Vous avez un système qui vous permet de lancer une erreur et dire quelque chose qui va interrompre la stack d'appel pour modéliser une erreur. Voilà. Donc là, dans l'autre cas, on va faire que peut-être il y a un problème en I/O et donc on va rater le paiement. Là, globalement, à chaque fois, c'est le même exemple que je vous fais, c'est juste des manières différentes. Après, si vous venez dans un monde plutôt fonctionnel, vous essayez de modéliser ça en disant, en fait, on veut modéliser les erreurs comme de la donnée. Voilà, donc là, on va mettre des heures, par exemple, pour dire, ça, c'est un cas où on va faire un shipment de la même manière, sauf que soit on a une erreur, soit on a un truc qui s'est bien passé. Voilà, OK. Tout le monde voit à peu près, pas de problème, pas de gens perdus au niveau du code. De toute façon, j'aurais continué quand même. Alors, ce qu'on vient de voir, en fait, globalement, dans l'idée, c'est de dire, je viens de vous montrer des manières différentes de gérer et d'enregistrer les erreurs et de les détecter dans votre code. Mais on est d'accord que dans tout ce qu'on vient de faire, il n'y a eu aucun traitement particulier des erreurs. La seule chose que j'ai fait, c'est de dire, si quelque chose passe pas bien, je vais juste éviter que ça fasse crasher mon programme. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça dans le code ? Ça, c'est le feeling qu'on a en tant que développeur, quoi. On est un gardien et on se fait tabasser la gueule par des erreurs qui vont arriver. Et notre but, c'est de faire en sorte que ça ne fasse juste pas tomber le système. C'est déjà louable. On va être clair que le pire qui peut arriver, c'est que si une erreur fait planter l'application. Après, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée de gérer tout ça. En gros, on est sur un modèle Pokémon. Le but, c'est de catcher tout ce qu'on peut et puis on verra bien ce qui se passe. Il y a aussi un problème sous-jacent avec ces méthodes-là. C'est qu'on a caché les erreurs, en fait. Le but du jeu, c'est d'éviter que ça fasse crasher le système, mais cette erreur, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en a fait au final? Là, à chaque fois, j'ai mis une log. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'utilisateur? Je sais pas, ce sera l'autre application devant qui se démerdera. Ou, c'est pas grave, on va peut-être le faire mouliner en boucle et à un moment donné, il va relancer. On n'a pas apporté de valeur, en fait. On a caché une erreur, on a évité de planter, mais c'est la seule chose. On a caché notre erreur, on a évité d'en faire quelque chose. Alors bien sûr, le cas de la programmation fonctionnelle est un peu plus particulier, puisque là, on a rendu ça comme une valeur, donc il faut traiter la valeur. Mais bon, là, c'est juste moi qui suis un fan de programmation fonctionnelle et qui vous dit que c'est vachement mieux, alors qu'en fait, vous pouvez aussi faire que la valeur, vous la droppez, vous n'en faites rien, et c'est pareil, quoi.
Donc ça, c'est un peu le souci qu'il y a, c'est qu'on a des caches d'erreur et on est entraîné à ne faire que catcher et éviter de faire que ça plante. Mais ces trucs-là, en fait, si jamais on le prend sur un autre cadre de code, ça a un impact direct. C'est si on se met à la place des gens qui font de l'opération. En plus, ça tombe bien, on est sur la polycloud, on a beaucoup d'élèves de DO, donc des gens qui sont amenés à faire plutôt de l'opérationnel et pas du développement. Alors, ce qui est bien quand on est développeur, c'est que les opérationnels, c'est Bob le bricolo, quoi. C'est les mecs qui sont là pour lancer des machines et qui nous emmerdent. Je le dis parce que, bien évidemment, j'ai commencé en tant que dev, je me suis retrouvé à l'opérationnel derrière, donc j'ai fait un peu les deux. Et je dois confesser qu'il m'est arrivé, en tant que jeune développeur, de livrer des trucs en production un peu violemment. Notamment des trucs qui pouvaient se retrouver à aller en production et faire ceci. Voilà. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait où ça a planté, franchement, bien joué à vous. Parce que la seule chose, ce qu'on peut détecter là en tant qu'opérationnel, c'est que c'est du Groovy qui a planté. Voilà. Et ça, c'est pas, pour les gens qui font de l'opération, c'est pas des choses qui sont nouvelles. Hein, voilà. On sait que quelque chose s'est mal passé. Voilà. C'était du Groovy. Voilà. Merci à tous. Et ça, imaginez que là, on le fait pour rigoler, imaginez qu'on vous appelle et que ce soit à 4 h du matin. Parce que ça arrive. Hein. Et c'est là où on se rend compte de l'importance, même quand on veut catcher toutes les erreurs, c'est que le but, c'est pas juste de catcher les erreurs pour les catcher, de juste faire en sorte que notre produit il continue à tourner. C'est qu'en fait, le but de catcher les erreurs, c'est de donner un intérêt et donner de l'information pour être capable de comprendre ce qui se passe mal dans le système. Et dans le cas des erreurs, le contexte, c'est important. Donner du contexte à vos erreurs, c'est important. Par exemple, dans ce cas-là, les autres marchent aussi, le fait de rajouter un petit, même si il y a eu un petit problème à la création de la commande machin avec un numéro, c'est déjà une première indication pour quelqu'un qui ne connaît pas votre code, qui ne connaît pas votre appli, qui voit le truc qui plante en production, ou même pour vous-même quand vous allez débugger votre appli. Alors là, je vois beaucoup de gens sceptiques dans l'assemblée qui disent oui, ok, soyez très honnête avec vous-même. Est-ce que chacune des fois où vous avez catché une exception, vous avez au moins mis cette ligne de code minimale ? J'ai entendu, n'est pas tout le temps. Et la question n'est pas de blâmer, on le fait tous, on l'a tous fait. C'est plus la question de... C'est important de se dire que le but, c'est de... L'erreur, son but, c'est pas juste d'empêcher votre appli de planter, c'est de donner du contexte, c'est de donner de l'information. C'est ça le but d'une erreur. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que dans votre code, en technique, le plus important, dans les erreurs, c'est une notion de... Vous devez donner du feedback, vous devez savoir que le runtime existe et qu'il y a quelque chose qui va mal se passer et qu'il faut arrêter d'essayer de cacher les problèmes. Il faut arrêter de se les cacher à soi-même aussi. Bien évidemment, déjà pour que vos ops soient contents de vous et soient des gens avec qui vous entendez bien, parce qu'on est d'accord qu'on a des stack traces comme ça qui arrivent en production, c'est de là que partent les mauvaises ambiances entre les devs et les ops. Hein, voilà. Et aussi, pour un besoin très con, mais que moi j'aime bien rappeler, ayant connu les deux mondes, l'opération, c'est un peu le truc qui est vital. Avoir une appli qui compile, c'est bien. Avoir une appli qui tourne en prod, c'est ce qui fait que l'appli, elle marche et qu'elle fait de l'argent. Voilà, donc l'opération, c'est pas un truc à côté, c'est vital. On a tendance à oublier. Et vos opérationnels, ce sont des utilisateurs de votre appli. Ok, des utilisateurs un peu spéciaux, c'est pas eux qui vont utiliser votre interface, mais c'est des utilisateurs aussi. De la doc d'installation, de la doc de run, c'est important. Alors maintenant qu'on a parlé des applis, on va passer à l'étape supérieure quand on remonte la chaîne. Les erreurs entre les applications. Parce que j'aime bien ce commit strip qui dit à peu près tout. Merde. Voilà. Voilà, t'as bien géré le message d'erreur? Ouais, bah attends, je croyais bien avoir codé. Et oui, effectivement, il y a bien un payload d'erreur, sauf que c'est un statut 200. Voilà. C'est typiquement le genre de problème qu'on va avoir tous les jours. Et qu'est-ce que ça donne quand on fait de la cartographie de système, quand on a quelque chose qui plante, est-ce que ça plante dans le paiement? Est-ce que ça plante dans le shipping? Est-ce que ça plante dans l'API? Enfin, où est-ce que ça plante? Ou même, est-ce que ça plante en fait techniquement en dessous? Juste savoir où est-ce que ça va planter dans le système, parce que NoSX, c'est pas juste une application unique. C'est un ensemble de services qui parlent entre eux et qui communiquent pour résoudre un problème global.
Et quand on débug et qu'on essaie de trouver une erreur, en fait, on est en train de faire de l'investigation. On cherche des pistes, on cherche à savoir par où on est passé. On a besoin de ce contexte. C'est pour ça que le contexte est important dans les applications. C'est pour être capable de retracer la chaîne, pour savoir pour une erreur pour un client, pour une erreur finale qu'on va être obligé de traiter, qu'on va devoir essayer de gérer, où est-ce qu'on la retrouve dans le système. Donc en fait, le but de tout ça, c'est de donner un moyen de traquer toutes les erreurs. Il faut qu'on pense toujours à ce système-là comme des systèmes de gestion de pistes. En fait, votre gestion d'erreurs ne s'arrête pas à votre application. C'est un business, c'est un process business, c'est un process business ou technique entier qui concerne souvent plusieurs applications qui crashent. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir du contexte qui fait sens entre les applications et qu'on ne peut pas juste se dire « Ok, en fait, je vais dire que c'est une 500 et en fait, il va y avoir une log chez moi. » Et c'est cette log-là qui donne du contexte. Oui, bah super, sauf qu'en fait, quand on a quelqu'un qui va gérer ça en production pour comprendre ce qui s'est passé, il va monter la trace entre X systèmes ensemble et réussir à la fin à trouver le fin mot de pourquoi on a eu une erreur et vas-y pour retrouver quelle a été la corrélation de champ qui s'est retrouvé à faire ça à la fin. C'est toujours ça la même erreur qu'on a en termes de gestion intersystème, gestion des erreurs dans les systèmes, c'est la corrélation entre les applications qui devient le point d'étranglement le plus majoritaire sur lequel on galère à trouver les causes. Bon, là, on était entre les apps. On va encore remonter d'un cran pour savoir comment on peut percevoir les erreurs. Et alors là, on va sur les utilisateurs. Et alors là, ce qui est génial, c'est qu'il existe tellement de choix. Typiquement, celui-là, voilà, celui-là que j'ai eu. Peut-être que vous reconnaîtrez un site internet pour des trains. Voilà, où en fait, j'ai essayé de faire une réservation, j'ai eu ça. À votre avis, il s'est passé quoi? Est-ce qu'il faut que je retente? Est-ce qu'il faut que je réessaye? Parce que j'étais après le paiement bancaire, hein, donc est-ce que c'est ma carte bleue qui n'est pas passée? Est-ce que c'est un problème dans la réservation? Est-ce qu'il faut que je réessaye? Est-ce que je peux réessayer? Est-ce que je peux réessayer de moi-même? Est-ce que je dois contacter peut-être le support? Ok, je dois le contacter, mais j'ai pas d'ID, j'ai pas de corrélation, j'ai pas un truc qui me dit ok, je vais aller voir le support, je vais dire bonjour, j'ai eu un problème. D'accord que bon, c'est pas des trucs qui a, enfin, ça c'est pas étranger pour tout le monde. Hein. On est d'accord que vous avez déjà vu ça sur plein de sites, vous avez ça vous-même dans plein de vos systèmes. Là, en gros, globalement, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a une erreur. Voilà. Et en tant qu'utilisateur, on est d'accord, c'est très frustrant. Vous, en tant que dev, ça vous frustre dans votre SI, mais alors en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je fais de cette erreur? Ben, super. Et puis là, on est au bout du chemin, globalement, parce qu'on a vu ça en tant que dev, on a vu ça si on regarde entre les applis, en tant qu'utilisateur. Et maintenant, vient se poser la question, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, là, toutes ces erreurs, tous les cas d'erreurs qu'on peut visualiser dans un système, comment, en fait, on peut réfléchir aux erreurs de manière à avoir une meilleure gestion au sein de nos systèmes, de rendre une erreur plus intéressante, plus utile dans notre compagnie, et juste pas se dire c'est un cas à la marge qui sert à rien. Bon, déjà, effectivement, on peut reprendre la définition et dire une erreur, c'est effectivement un moyen générique, donc c'est un moyen fourre-tout, de définir un comportement anormal. Ce n'est pas un comportement exceptionnel. C'est un comportement normal. C'est juste un comportement qui est inattendu. C'est juste un chemin que vous n'avez pas défini quand vous avez fait vos specs. Autre chose, les erreurs, c'est un signal. C'est un moyen d'action. C'est un moyen qui va vous permettre à de l'opérationnel, du monitoring, n'importe qui, de faire quelque chose et de venir interagir sur le système. Pour que ce signal ait de la valeur et qu'il puisse amener une action, il faut que vous lui donniez du contexte. Donc il faut donc qu'il y ait de l'information pour que les personnes qui reçoivent ce signal soient capables d'en comprendre la cause et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le système. Peu importe qui c'est, que ce soit un opérationnel, que ce soit des développeurs qui vont utiliser votre API ou que ce soit même un utilisateur. Si on reprend le cadre de l'utilisation, si jamais c'était quelque chose qui était connu, il y a tout à fait moyen de mettre un message pour dire c'est une erreur temporaire qui peut arriver, merci de réessayer. Là, il y avait juste marqué contacter le support. En tant qu'utilisateur, j'ai aucune information de comment je peux moi-même gérer mieux le système. Et quand on dit contexte, il faut donner du contexte pour donner assez d'informations pour que la personne qui reçoit le signal puisse réinfluencer le système. C'est ça le plus important. Ok, il faut que les erreurs aussi donnent de l'information et du contexte sur la cause. C'est-à-dire que quand on pense au sein global, il faudrait être capable
dans un monde incroyable, de dire toute la chaîne d'appels qu'on a fait pour arriver à cette erreur. C'est-à-dire que même en tant qu'utilisateur, je ne suis pas contre savoir par quoi on est passé. C'est pas très grave que votre utilisateur il sache que c'est le système de paiement qui était en défaut. Il n'y a pas de secret d'état dans votre système. Enfin, vous pouvez en avoir, mais si vous enlevez les trucs qui sont sensibles, c'est pas grave que votre utilisateur il ait des informations sur ce qui s'est passé. Alors vos développeurs et vos opérationnels, on en parle encore moins. Tout ça pour donner un moyen de pouvoir vérifier, d'être capable de vérifier notre système, de le monitorer, de regarder ce qui se passe, de le comprendre. Et surtout, les erreurs doivent être capables de se composer entre elles pour donner de l'information. Ça, globalement, c'est ce qu'on peut tirer de tous les cas d'erreurs qu'on voit. Et ce qui est le plus intéressant à partir de là, c'est OK, en gros, il faut qu'on soit des développeurs plus consciencieux, il faut qu'on gère un peu mieux nos erreurs, il faut qu'on les donne de manière avec plus de contexte, très bien. Mais tout ça, en fait, le fond du fond, c'est surtout que ça a un impact sur la DX, sur la développeur expérience et sur l'utilisateur expérience. Et en fait, c'est le truc qui est le plus frustrant avec les erreurs quand on se penche sur le sujet, qu'on réfléchit, c'est qu'en fait, cet impact de développeur expérience, de user expérience, ça a un impact quotidien énorme. Si vous ne gérez pas vos erreurs, l'impact quotidien des systèmes qui plantent sur votre vie, on est d'accord que c'est énorme. Quand vous avez des applis en prod, combien de temps vous passez par jour à aller gérer des cas que vous n'avez pas anticipés parce qu'il y a eu un bug sur votre prod? C'est non négligeable. Et si jamais vous essayez de les gérer, c'est non négligeable parce que ça rajoute du temps de développement de fou. Parce que si vous ne gérez pas uniquement que le cas nominal, il y a tous les cas de plus à générer. Donc en fait, l'impact des erreurs sur notre vie quotidienne, il est énorme. Donc comment est-ce qu'on peut gérer tout ça et se dire, OK, cet impact, est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose de mieux par rapport à ce qu'on fait actuellement? Est-ce qu'il y a moyen d'aller encore plus profondément dans le problème? Donc c'est quoi qui fait qu'actuellement, on ne gère pas nos erreurs mieux? Pourquoi est-ce que nos erreurs, actuellement, on s'en fout, on dit que c'est un cas à la marge et qu'on n'en a rien à faire? Alors déjà, il y a quelque chose qui est structurel. C'est le syndrome de la patate chaude. Tout le monde a ce problème dans les groupes, vous connaissez ce problème. Les erreurs n'est pas notre problème. Le but du jeu dans une erreur, c'est pas de régler, c'est pas de comprendre, c'est pas de trouver des moyens d'éviter que ça se reproduise. C'est comment je peux refiler plus vite possible l'erreur à quelqu'un d'autre, pour que ce ne soit pas mon problème, ou le problème de mon équipe, ou le problème de mon service, etc. etc. C'est un des trucs qui fait qu'en fait, on s'en fout des erreurs, parce que le but du jeu, c'est juste de passer la patate chaude le plus vite possible, et absolument pas de régler le souci. Autre souci qu'on a, c'est que généralement, on n'utilise pas assez les erreurs comme système de vérification de la santé de notre application. En gros, le error count, c'est juste un KPI pour permettre à notre manager d'être content et de bien briller en société. C'est absolument pas quelque chose qu'on manipule la plupart du temps comme étant un vrai indicateur de vie. Ça peut être le cas dans certaines boîtes, mais on va être clair, le nombre de bugs et le nombre d'issues que vous avez par rapport à des bugs de prod, c'est un KPI comme un autre, mais ce n'est pas celui qui était le plus important dans plein de boîtes dans lesquelles je suis passé. Je trouvais ça un petit peu bizarre quand même. L'autre souci qu'on a le plus souvent, c'est tout simplement en fait, qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de foutre. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller au plus vite et on fait un système et en fait on prend le cas nominal tout simplement parce que on ne prend pas le temps, on a besoin d'avoir la feature vite, donc en fait on prend le cas le plus vite et on fait celui-là. Voilà. Alors tous ces trucs-là, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les gérer? Alors moi j'aime bien aller voir un domaine que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé intéressant par rapport à la gestion des erreurs. C'est les erreurs dans les jeux vidéo. Tout simplement parce que les erreurs dans le jeu vidéo c'est un peu différent. Et notamment j'en ai pris conscience en allant voir une keynote de fermeture, alors il y a à l'époque maintenant, qui était à BDX.io en 2017. Où on avait les gens qui avaient développé, les gens de Motion Twin, qui étaient venus et qui avaient parlé de comment c'est qu'on fait qu'un jeu rigolo. Et en fait, ils parlaient justement de tout ce qui était amélioration de l'expérience utilisateur, de comment est-ce qu'en fait leur jeu, ils ont amélioré leur code, ils ont changé leur code, ils ont changé des choses pour que ce soit agréable à utiliser. Et il y a un cas sur les erreurs qui est vachement intéressant, où là, il fait une présentation de ça, c'est une phase de gameplay standard, donc vous voyez quelque chose, bon, rien de faux fou, ok ? Ça, c'est la même séquence en développant toutes les aides utilisateurs, donc tous les endroits où ils ont géré des erreurs pour un utilisateur. Donc là, voilà, il avance. Voilà. Là, il est bloqué, ok. Ok, bon, là, il est aussi bloqué, ok. Alors là, bon, voilà. Ok, là, ça passe pas non plus. Voilà. Ah, bon. Ah, il était presque. Hein. Voilà. Ouais. Dommage.
Bien joué à lui, mais pas beaucoup. Alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir la différence entre les deux, si jamais on refait, c'est qu'il y en a un où c'est très smooth, c'est très agréable à utiliser pour l'utilisateur. Et la différence profonde entre les deux, ça vient de petites corrections d'erreurs, comme par exemple sur le dernier saut, là, vous allez voir, il n'est pas dedans exactement. Mais en fait, il le téléporte légèrement. En fait, ils ont détecté dans le code que le joueur avait fait une erreur. Il avait juste sauté un peu trop tôt, enfin, il avait mis un mauvais input, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est juste, il n'était pas à la frame. Et en fait, le code, au lieu de le punir et lui dire, bah, il y a une erreur, vas-y, maintenant tombe, ferme-la, ils ont fait un petit déplacement, un petit truc qui est un peu invisible, et hop. En fait, en accumulant tous ces trucs-là, ça a rendu l'expérience utilisateur vachement plus cool pour le jeu. Et le jeu a notamment été salué pour son côté extrêmement smooth en termes de déplacement, en termes de côté agréable à utiliser. Et du coup, moi, ça m'a fait dire un truc, c'est si on transpose ça, c'est en fait, nos utilisateurs, comme les joueurs, ils sont pas parfaits. Mais ils le font pas souvent exprès. Hein. C'est juste que on se pose jamais la question. On part du principe que l'utilisateur remplira toujours le formulaire de la bonne manière, qu'on lui mettra toujours les bons montants, que le système il sera toujours dans un état qui est OK. Et à un moment donné, on sait bien que c'est pas le cas. Et pourquoi on se pose jamais la question de tous ces trucs-là, on devrait être capable de les rendre utilisables. On devrait être capable de compenser certaines types d'erreurs. Parce que si vous pensez à la majorité des erreurs que vous rencontrez, on est d'accord qu'il y en a beaucoup que vous pourriez compenser. Vous appelez un système, vous faites une création d'un contrat, on vous dit que le contrat il existe déjà. Peut-être que dans votre process, il y a moyen de continuer. On n'est peut-être pas obligé de cracher, non ? Il faut juste gérer le cas d'erreur, il faut juste que ce soit pris en compte. Quand on fait une livraison, c'est peut-être pas grave que la livraison ne soit pas au bon jour. On peut peut-être valider, on va peut-être valider la commande en entier et juste dire qu'il y a eu un problème sur la livraison. Pas besoin de faire cracher tout le process. Et ce truc-là, en fait, moi, je l'ai vu et quand j'ai repris les jeux vidéo, je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai, parce que si je prends des jeux vidéo, j'aime bien cette comparaison. Et à gauche, j'ai mis des jeux vidéo qui sont modernes, on va dire, mais qui sont considérés comme étant des jeux un peu ardus. Vous savez, des jeux où il faut être un peu... Faut être pas pixel, mais vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Et à droite, j'ai mis des vieux jeux qui étaient un peu dans le même genre. Mais pourquoi, en fait, il y a les jeux de gauche, ils sont cool, et ils sont acclamés par la critique, et les joueurs en général. Et ceux de droite, en fait, c'est les jeux les plus détestés de l'univers. Tout simplement parce que, en fait, si vous regardez les deux, il y en a un, s'il fait que c'est compliqué, c'est parce que c'est un choix de game design. Les autres, c'est juste parce que c'était des bugs. C'était juste des choix techniquement, en fait, les inputs étaient mal gérés, on ne compensait pas. En gros, c'était pas un choix que le jeu il soit dur, c'est comme ça, on ne gérait pas les erreurs. Dans l'autre cas, c'est des gens qui se sont dit ouais, on veut que ce soit comme ça parce qu'en fait, on va penser tout le reste pour que ce soit emmerdant sur ces parties-là. Et que pour tout le reste, on aide notre utilisateur. Et nous, on fait jamais ça, en fait. Nous, dans le design, en fait, tout ce qu'on se concentre de faire, c'est voilà, est-ce que c'est joli ? Vous savez, on a souvent des gens qui font de l'UX design et il y a des très bons UX designers qui pensent à l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, c'est rarement est-ce que le bouton il est de la bonne couleur ? C'est plutôt quand je manipule le formulaire, quand je manipule le business process dans l'entier, est-ce que c'est agréable ? Est-ce qu'il y a moyen de l'optimiser ? Est-ce qu'on compense bien ce qu'il faut ? Est-ce qu'on donne les bonnes informations ? Tous ces trucs-là, en fait, c'est vrai pour l'UX, mais c'est aussi vrai pour tout, pour nos applications aussi. En fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que l'erreur, c'est un problème de conception. Ce n'est pas un problème technique. Tout ce qu'on fait depuis le début, c'est de parler de l'erreur en disant c'est des choix techniques, on peut le gérer de plein de manières, mais en fait, à la fin, le problème, c'est l'erreur, c'est un problème de conception. Il faut qu'on arrête de penser nos systèmes et de réfléchir à tous nos systèmes comme étant des systèmes qui ne plantent jamais. On doit embrasser cette douleur. Le fait que ça va péter en prod, c'est la vérité. Donc, il faut qu'on le prenne en compte de base. Et il faut que les gens qui conçoivent les systèmes le prennent en compte. C'est tout. Oui, ce sera plus lent à développer. Oui, ce sera plus chiant. Mais d'un autre côté, ça rendra l'expérience utilisateur bien meilleure. Ça évitera plein de problèmes. Ce sera bien plus facile à utiliser. Bref, on doit arrêter de concevoir les softwares comme dans un putain de monde parfait. On n'est pas dans un monde parfait. La vie, c'est injuste. Pour reprendre une citation, la vie est une pute. Voilà, les applications, c'est pareil. Merde. Désolé pour ce petit moment d'égarement. Nous allons redevenir en Peggy 13. Bref, on doit arrêter de penser que les glaces, ça ne peut pas tomber au sol.
Bref, tout ça pour arriver sur le même point. Quand vous concevez les systèmes, si vous êtes concepteur d'applications, s'il vous plaît, pensez à autre chose que le cas nominal. Essayez de penser aux cas qui vont mal se passer. Et quand c'est les cas qui vont mal se passer, la question, c'est pas seulement de les flaguer, c'est de dire, est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose automatiquement pour rendre ça plus agréable pour notre utilisateur? Quand vous êtes développeur, c'est pareil. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est les circuits de breakers. Est-ce que tout le monde se rappelle de cette mode des circuits de breakers? On a tous fait les circuits de breakers. Vous savez, c'est ce truc qui vous permettait de dire dans le code, je fais appel à quelque chose. Si le truc il plante, on va éviter de planter et on va changer ça, on va mettre une valeur par défaut. Tous les gens qui ont fait ça ont eu le même problème. C'est super. Je renvoie quoi par défaut? C'est quoi une valeur fonctionnellement par défaut dans le cas d'un truc qui plante? Hein? Ça peut être un backup sur un serveur. Mais à la fin, la vraie question de fond, c'est il y a des moyens de composer le problème, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il existe une valeur par défaut qui peut compenser? Parce qu'en fait, elle est là. L'idée de dire, c'est si tu ne vas pas vers un autre serveur et que tu veux mettre une valeur, c'est existe-t-il une valeur qui permet de compenser une erreur qui a eu lieu? Donc c'est-à-dire, c'est un choix de conception, c'est pas un développeur qui tout à coup va sortir de son fiac en disant oui, cette valeur-là, c'est la valeur par défaut qui remplace l'erreur. Il y a des cas techniques où c'est le cas, mais on va être clair. 90% des cas, c'est un besoin fonctionnel. La première chose que vous allez faire, c'est aller voir votre PO, c'est aller voir les gens et dire et là, si ça plante, on met quoi comme erreur? On met quoi comme valeur pour remplacer? Donc, c'est vachement important que tout le monde le prenne en compte. Et attention, hein, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut que le monde soit parfait. Vous ne pouvez pas mapper tous les cas d'erreur. Hein, comme on l'a vu, on ne contrôle pas la vie. Il y a toujours des problèmes. Et le but, ce n'est pas qu'on soit bulletproof à tout. Le but du jeu, c'est qu'on apprenne de nos erreurs avec des boucles de feedback. On a déjà des boucles de feedback. Dans les erreurs de syntaxe, dans les tests, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se rajoute des boucles de feedback. Typiquement, quand vous compilez du code, le but du jeu, c'est d'éviter que vous le fassiez directement sur le serveur. Si vous le faites sur votre poste avant de l'envoyer sur le serveur pour vérifier que ça marche. Quand vous testez, le but, c'est juste de réduire la loupe de feedback. C'est qu'au lieu de lancer votre application, de faire le test, en fait, vous faites un truc qui permet d'avoir un feedback plus rapide sur le truc que vous voulez tester. Là, je vous dis, c'est pareil. Au lieu d'avoir des runtime errors où en fait vous devez aller jusqu'à la prod et avoir un utilisateur qui fait le cas bizarre pour vous rendre compte qu'il y a un problème, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une boucle de feedback un peu plus rapide? Je ne dis pas qu'il faut faire un truc technique, je dis juste au moins le prendre en considération dans le cadre de votre projet. En gros, de dire il faut arrêter de juste découvrir les erreurs, il faut essayer de les manager, il faut essayer de les gérer, c'est-à-dire les prendre en compte et quand on les voit, de savoir un moyen de pouvoir les réintégrer dans le cycle de développement et de pouvoir les reconcevoir. Parce que combien de fois vous avez eu à faire intervenir des gens qui font de la conception quand vous fixez un bug? Quand vous fixez un bug, le but du jeu, c'est de le fixer le plus vite possible. Hein. C'est pas de le fixer bien. Parce que c'est en prod, c'est en train de tout casser. Il n'y a que quand c'est vraiment ultra important et que ça touche des choses extrêmement critiques que ça arrive. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, en fixant, vous réglez généralement assez peu le problème de fond. C'est toujours une histoire de collaboration, comme d'habitude. Hein, de toute manière, on est toujours sur les mêmes problématiques. Le but, c'est qu'il faut que tout le monde soit investi, de tous les membres du projet, qu'on arrive à faire en sorte de faire des softwares bien comme il faut tous ensemble. Mais pour moi, ça va plus loin parce que c'est une notion de comment est-ce qu'on réfléchit et à quel moment la conception. Je trouve qu'il y a trop souvent, on s'arrête à la conception avant le développement ou pendant le développement et qu'on oublie toute la phase de bug, toute la phase de comment on gère les erreurs, qui sont des choses importantes en termes de conception. Parce qu'il y a plein d'enjeux, en fait. Hein. Si vous savez comment gérer les erreurs, ça veut dire que vous allez toutes les gérer, mais au moins vous les connaissez. Je veux dire, actuellement, voilà ce qu'on vous dit de faire. Hein. Globalement, on vous dit de faire des chars d'assaut. Hein. Votre but, c'est pas de faire en sorte que vous gériez des trucs sympas, c'est juste de dire, OK, on va faire des tanks et on va le lancer, le truc, il crachera jamais. Bon, alors après, dans la vie réelle, voilà, on sait que l'échec, c'est toujours un problème, hein, c'est toujours une option. Mais il y a en gros, il faut qu'on arrête de penser qu'on fait des tanks. Les erreurs tombent tout le temps. Il y a toujours des erreurs en production. Et surtout, les erreurs, elles ont de la valeur. Parce que les erreurs, en fait, ce sont des cas de conception que vous avez ratés, en fait, tout simplement. C'est pas grave, hein. On fait tous des erreurs, hein. C'est humain. Mais une erreur, c'est juste un cas de conception qui n'a pas été identifié. Parce que si vous l'aviez identifié, vous auriez fait quelque chose contre. Vous auriez évité que ce cas arrive. C'est tout, c'est pas grave. Mais c'est mieux de le voir comme ça que de dire que c'est un problème qu'il faut absolument résoudre en esquivant le problème et en disant le but du jeu, c'est que moi, je tombe pas et que ce soit quelqu'un d'autre. Bon alors, l'idée de fond, je sais que l'informatique, on voit plutôt ça comme une science empirique.
C'est-à-dire, bon, on fait un truc, on fait des hypothèses testables, la validation, généralement, c'est notre field de build, et après, globalement, on fait des tests, et si c'est rejeté, on revient au début, et une fois que c'est validé, on va en bas. Donc oui, voilà, ça c'est comme ça qu'on conçoit. Et on va dire sur l'échelle de la science empirique et de la science formelle, bon, l'informatique, on est plutôt très très empirique. Moi, tout ce que je vous dis, c'est, ça serait peut-être pas mal de temps en temps. Et je dis pas qu'il faut être complètement formel, hein. On n'est pas à la NASA, on va pas lancer des trucs qui vont se déployer dans 15 ans au niveau de Jupiter. Mais peut-être être un peu plus formel sur ce qu'on fait, notamment sur qu'est-ce que font nos applications, gérer tous les cas qui peuvent arriver, notamment les cas d'erreur. Essayer de les concevoir du début. Et essayer de se dire que c'est pas grave. Vu que c'est une science empirique, quand on a un truc, on va juste réfuter les hypothèses testables. Quand il y a un bug, ça veut juste dire que notre hypothèse de base, elle était fausse. C'est pas grave, il faut juste qu'on la change. Voilà. C'est-à-dire, quand on fait... c'est pas très grave en tant que tel. Mais non, généralement, un bug, c'est un bug et on veut pas changer la conception pour ça. Dommage. Bon, en conclusion, du coup, je vous ai fait une belle histoire, même si c'était un peu bumpy, parce que j'ai récupéré mon talk à passer il y a 2 jours. Ce qui est important, les erreurs, ce ne sont pas des trucs exceptionnels. Ce n'est pas un comportement exceptionnel, c'est des trucs qui arrivent, c'est juste des cas que vous n'avez juste pas anticipés, et c'est pas grave. Les erreurs, il faut arrêter de les penser comme étant juste des bugs. En fait, les erreurs, c'est des signaux. C'est des signaux pour vous, en tant que développeur, d'un cas de conception qui n'a pas eu lieu. C'est un signal pour vos opérationnels, pour comprendre pourquoi un système ne marche pas. C'est un signal pour votre utilisateur final. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour régler ce problème-là pour vous? Autre chose, bien évidemment, c'est apprenez de vos erreurs. Arrêtez de les passer sous le manteau. Arrêtez de vous dire c'est un truc et on évite juste que le cas il arrive et puis voilà. Non, quand on a une erreur, on réfléchit. Est-ce que ça change nos hypothèses de base? Il y a des fois, et souvent le cas d'ailleurs, oui. Si ça change vos hypothèses de base, c'est que c'est un problème de conception. Et c'est pas grave, il faut juste changer la conception. Et ce serait bien aussi que les gens et les boîtes remettent des concepteurs et des gens qui font de la conception au moment où on règle des bugs. Et que ce soit pas juste un truc qui traîne dans un coin. Bref, en gros, essayez de changer votre mindset autour des erreurs. Essayez de vous dire que c'est pas seulement une pain, c'est pas seulement un problème pour la production. En fait, c'est un truc qui a de la valeur. Et pour ça, je voudrais citer quelqu'un que je trouve très intéressant, qui s'appelle Don Norman, qui a écrit le bouquin Design of Everyday Things et qui a écrit cette phrase qui n'est absolument pas faite pour le code, mais que je trouve extrêmement intéressante. Il est relativement facile de concevoir des choses qui fonctionnent de manière fluide et harmonieuse tant que les choses se passent bien. C'est là qu'une bonne conception est essentielle. Les concepteurs doivent concentrer leur attention sur les cas où les choses tournent mal, pas seulement sur le moment où les choses fonctionnent comme prévu. Je vous remercie beaucoup et il nous reste 1 minute pour des questions. Question? Oui, question. Olivier, je le répéterai si jamais il n'a pas le temps. Les erreurs ont de la valeur. Même plus, comme par rapport à un fonctionnel, les erreurs sont des valeurs, des values, plutôt que des trucs qu'on ne gère pas. Et ça va être bien de rappeler aussi qu'il y a des erreurs, il y a des exceptions et des défects et des erreurs, quoi. Typiquement, une failure qui est catchable, qu'on peut gérer, quoi. Ou une erreur, un truc qui a pété, qu'on ne peut pas gérer, quoi. Souvent, toi, un ZIO, il y a cette distinction qui est très forte, quoi, entre ceux qui fait partie de ton effet, donc l'erreur qui est attendue, typiquement le dossier existe déjà, quoi, donc tu dois le gérer tout le temps, c'est de la signature. Ou le truc qui n'est pas attendu, c'est comme une runtime ou une checked exception, c'est pareil. Oui, c'est sur la catégorisation des erreurs. Il existe effectivement des cas, je ne l'ai pas dit, mais il existe des catégories d'erreurs qui sont non recoverables. Ça, c'est des choses qui sont vraiment hard, qui concernent vraiment du matériel, etc. C'est aussi un signal comme un autre, hein, mais je veux dire, le simple fait de catégoriser comme étant des choses qui sont non recoverables est déjà un signal en tant que tel. Notamment, typiquement, quand vous voyez une erreur non recoverable, généralement, vous vous doutez que c'est rarement... Ça peut être votre code qui l'a généré, mais c'est souvent qu'il y a un gros problème, quoi. C'est un signal comme un autre pour votre ops, pour savoir peut-être que là, il faut réfléchir à ce qui se passe, peut-être la machine, voilà, etc. Moins 19 secondes, je suis toujours là pour discuter, mais on va laisser la place pour les gens d'après pour éviter de niquer le programme. Merci à tous. Parfait.